noyau, masse et énergie. Équivalence, masse, énergie. Alors, dans la théorie de la relativité restreinte en 1905, Einstein a montré que la masse est une forme d'énergie. En conséquence, selon Einstein, toute particule de masse m au repos, eh bien, elle possède une énergie, selon Einstein, appelée énergie de masse. L'expression qu'a donnée Einstein, l'énergie de masse au repos, eh bien, c'est égal à la masse que multiplie c au carré. M, c'est la masse de la particule. C est une constante universelle, c'est la célérité de la lumière dans le vide. Sa valeur approche, c'est 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et E, c'est l'énergie correspondante. En conséquence, à une variation de masse, delta M d'un système, correspond une variation d'énergie exprimée de la même façon. La variation d'énergie est égale à la variation de masse qui accompagne le système multiplié par C au carré. Alors on va passer à des exemples. Cette variation de masse est peut-être soit positive, soit négative, ça dépend de quelle situation on a. Exemple, défaut de masse. Alors c'est quoi ce défaut de masse? Imaginons un noyau constitué par un certain nombre de nucléons. On a vu dans l'autre leçon qu'on symbolise un noyau par X, ZA, tel que Z c'est le nombre de protons, A c'est le nombre total des nucléons. Bien, on imagine deux scénarios. Noyau uni, donc les nucléons sont unis entre eux par des forces d'interaction fortes qui sont plus grandes que les forces de répulsion dues aux charges positives. Et l'autre scénario, supposons que les nucléons sont séparés, ne sont pas unis. Eh bien, les calculs ont montré que toujours la somme des masses des nucléons séparés, c'est-à-dire Z protons fois la masse de chaque proton, plus A moins Z, c'est N, le nombre de neutrons, fois la masse des neutrons, eh bien, cette somme des masses des nucléons séparés, elle est toujours supérieure à la masse du noyau uni. Eh bien, la différence de masse entre ces deux masses, ça s'appelle le défaut de masse. C'est un défaut de masse. J'ai posé un point d'interrogation ici. Pourquoi? C'est bizarre d'ailleurs. À notre échelle, ce n'est pas possible. Donc, cette différence de masse est appelée défaut de masse. On l'exprime souvent par cette expression. Le défaut de masse associé à chaque noyau, c'est ZMP plus 1 moins ZMN moins M masse du noyau. Et il est toujours positif. Bien, à ce défaut de masse correspond une énergie exprimée par la formule d'Einstein, delta E égale delta M, C carré. Cette énergie est appelée énergie de liaison. On dit aussi de cohésion. Eh bien, c'est l'énergie que a, si vous voulez, donné le noyau pour se stabiliser, pour assurer sa cohésion. Donc, on peut l'exprimer de la manière suivante. Alors, pour la distinguer, on ajoute un petit L, on enlève le delta, on écrit EL, ça veut dire énergie de liaison du noyau XZA. C'est égal le défaut de masse associé à ce noyau, que multiplier la vitesse au carré, vitesse de la lumière. Eh bien, c'est égal ZMP plus A moins ZMN moins MXZA fois C au carré. Il est toujours positif. Une autre situation, la situation des réactions nucléaires, des transformations qu'on a vues dans la leçon précédente. Alors, il y a deux types de transformations. Il y a des transformations qui sont dites spontanées, comme la désintégration alpha, bêta moins ou bêta plus. Donc, le bilan général, c'est un noyau pair ZA qui se transforme en un noyau fils Y en injectant une particule, qui peut être soit alpha, bêta moins ou bêta plus. Ça, c'est une transformation spontanée. Une transformation provoquée, c'est lorsqu'il y a deux noyaux, il peut y avoir choc entre eux, etc. Eh bien, deux noyaux X1, X2 se transforment en deux noyaux fils X3 et X4. Cette transformation, elle est dite provoquée. Au cours de ces deux types de transformations, que ce soit spontané ou provoqué, il y a toujours une variation de masse. Alors remarquez, ce n'est pas un défaut de masse, c'est une variation de masse. Elle s'écrit de la même façon, delta M,
mais l'expression diffère. Ici, delta M, d'ailleurs, on a l'habitude de noter delta, c'est la variation d'une grandeur. Donc delta M, c'est la variation de la grandeur masse. C'est la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs. Alors là, cette variation de masse, elle est toujours négative. Au contraire, le défaut de masse. Bon, également, pour cette variation de masse, il y a, on associe une énergie. Elle est exprimée de la même façon, delta E, énergie associée à cette variation de masse, est égale à delta mc carré. Alors là, elle est négative. Bon, le problème qui se pose en physique nucléaire, c'est un problème d'unité en général. On sait que, à notre échelle, l'unité utilisée pour l'énergie, c'est le joule. Pour les masses, c'est le kilogramme. Alors ici, j'ai proposé un petit schéma justement pour bien s'assurer qu'il y a lien entre les différentes énergies, les différentes unités d'énergie. Pour l'énergie, je peux l'exprimer en système international, donc en joules, et la masse dans le système international en kilogrammes. Seulement, en physique nucléaire, le joule, c'est une unité mal adaptée. Bien souvent, on la représente par une autre unité adaptée à la physique nucléaire. C'est ce qu'on appelle le méga-électronvolt. C'est un multiple de l'électronvolt. Un électronvolt, tout simplement, c'est 1,6 10 à la puissance moins 19 joules. Autrement dit, c'est l'énergie acquise par une charge élémentaire s'il est accéléré sous une tension de 1 volt. Charge élémentaire, sa charge c'est 1,6 10 moins 19 coulombs. Donc 1 coulomb, 1,6 10 moins 19 coulombs fois 1 volt, c'est 1,6 10 moins 19 joules. Les multiples de l'électronvolt, c'est le keV, le kiloélectronvolt, ou le MeV, méga, ou le GeV, giga, etc. Donc souvent, on rencontre des MeV ici en physique nucléaire. Donc 1 méga-électronvolt, c'est égal à 1,6 10 moins 13. Méga, c'est 1 million, donc on soustrait 6 de 19, on trouve 13. Alors, la masse également, dans le système international, on l'exprime en kilogrammes, mais dans le système nucléaire, eh bien, il est préférable d'adapter cette unité à ce qu'on appelle UMA, unité de masse atomique, ou tout simplement U. 1 U, il vaut à peu près, alors c'était écrit ici, je l'ai effacé, c'est le 1/12 de la masse d'un atomogramme du carbone 12. C'est 1,66, souvent on laisse tomber de 0,6, 10 moins 27 kg. Bon, alors, les masses en nucléaire, c'est unité. Système international, 6 kg. L'énergie, système international, c'est le joule. Le nucléaire, c'est le MeV. À savoir, 1 unité, c'est 1,66 10 moins 27 kg. C'est 931,5 MeV, c'est moins 2. Voilà donc le passage entre les trois unités. Eh bien, 1 unité égale 931,5 MeV, c'est moins 2. Ça correspond bien à l'équivalence masse-énergie. Donc, une masse peut se convertir en énergie et inversement. D'après la formule d'Einstein, delta M égale delta E, c'est moins 2. C'est-à-dire, c'est delta M égale delta E divisé par C au carré. Également, ici, un petit schéma très intéressant, vous pouvez le retenir. E, de façon générale, énergie associée à une variation de masse égale delta mc carré. Souvent, on vous donne la masse en unité. Et si on vous demande de calculer l'énergie en joules, eh bien, le passage, c'est que vous devez convertir l'unité, delta M unité, vous devez convertir en kilogrammes. Donc, vous le multipliez par 1,66 10 moins 27. La conversion de l'unité en kilogrammes. Et vous multipliez par la vitesse au carré, vitesse de la lumière, 3,10 à la puissance 8 au carré, mètres par seconde au carré. Eh bien, vous obtenez dans ce cas la valeur de l'énergie calculée en joules. Si on vous demande de la convertir en MeV, eh bien, vous devez diviser par 1 divisé par 1,6 10 moins 13. Donc, on divise. On peut passer du joule au MeV. Si on veut passer le passage inverse, c'est-à-dire du MeV au joule, bien, alors là, on doit multiplier par 1,6 10 moins 13 joules. Souvent, on vous demande de calculer directement l'énergie en MeV. Eh bien, dans ce cas, vous prenez la masse, vous gardez la masse en unité
et vous multipliez directement par ce facteur magique qui est la conversion directement de l'unité en MEV, grâce à MEV C-2. Le C-2 avec le C2, ça s'en va et ça reste directement en MEV. Voilà donc pour cette partie très intéressante. Je vais dégager un petit peu ce petit tableau pour donner de l'espace et parler un peu des différentes transformations et comment calculer les énergies correspondantes et en même temps dresser les schémas ou les diagrammes énergétiques pour chaque transformation. Alors, tout d'abord, avant de passer à ces schémas d'énergie, je voudrais bien ajouter une autre notion qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison par nucléaire. Donc, énergie de liaison par nucléon. C'est quoi? Tout simplement, alors par définition, on définit l'énergie de liaison par nucléon par la grandeur E, qui est égale tout simplement l'énergie de liaison d'un noyau divisé par l'ensemble des nucléons, c'est-à-dire le nombre de masses, ou le nombre total des nucléons. Bien, l'unité, ça serait quoi? MEV par nucléon. Donc, en MEV par nucléon. Eh bien, cette valeur, calculée pour chaque noyau, il nous permet de comparer la stabilité des noyaux. Ce travail a été effectué par Aston, donc diagramme d'Aston, ou courbe d'Aston. Courbe d'Aston. Alors, Aston, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a représenté dans un diagramme l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon pour tous les noyaux. En MEV par nucléon en fonction de A, donc total des nucléaires. Alors, il a obtenu la courbe suivante. C'est une courbe qui a à peu près cet aspect. C'est-à-dire, il est d'abord décroissante. La première décroissante est discontinue. Ensuite, il passe par une valeur minimale. Et ensuite, il recroît. Alors, la valeur minimale, elle est à peu près autour de 8,8. Donc, moins 8,8. En valeur absolue, c'est 8,8. MEV par nucléon. Eh bien, il correspond à l'élément chimique fer et les éléments de transition qui sont à gauche et à droite du fer. Alors, cette courbe a permis de partager l'ensemble des noyaux donc en 3 parties, de 0 jusqu'à à peu près 20, ensuite de 20 jusqu'à à peu près 190, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement 3 parties. Une partie qui est centrale en général, c'est la partie des noyaux stables, la partie 2. Une partie à gauche, la partie 1, c'est des noyaux légers, qui sont instables. Et une troisième partie, correspond aux noyaux lourds, l'uranium et ses voisins. Et c'est une partie de noyaux instables. Et bien, par la suite, on comprend pourquoi les noyaux instables qui sont moins lourds, c'est-à-dire qui ont un A petit, eh bien, ils ont tendance à s'unir entre eux pour pouvoir justement s'approcher et rentrer dans la zone de stabilité. Donc, cette réaction nucléaire provoquée, eh bien, c'est une réaction de fusion. Donc, il donne des réactions de fusion. Par contre, les noyaux lourds, ils ont intérêt à se scinder en 2 noyaux moins lourds, c'est-à-dire plus légers, eh bien, pour pouvoir rentrer dans la zone de stabilité, eh bien, ils donneront plutôt des réactions de fission. Et la valeur de E égale EL par A, eh bien, il permet donc de classer la stabilité des noyaux
Alors, dans un exercice, si on vous demande de calculer ou de juger la stabilité de deux noyaux, eh bien, il suffit, par exemple, pour le carbone, c'est souvent rencontré, carbone 6,12 et le carbone 6,14, eh bien, si on calcule l'énergie de liaison pour le carbone 6,12, on trouve à peu près 92 MeV. Pour celle du carbone 14, eh bien, à peu près on trouve quelque chose autour de 102 MeV. Alors, si on compare directement les énergies de liaison, on peut dire que 102 c'est plus grand que 92, donc on peut juger que carbone 14 est plus stable. Alors que c'est faux. C'est-à-dire, il faut calculer l'énergie de liaison par nucléon. Donc E du carbone 12, ça serait EL sur A, c'est-à-dire 92 sur 12. Et pour carbone 14, ça serait 102 sur 14. Eh bien, on va trouver quelque chose voisin de 1. Alors, je vais faire le calcul en vitesse. 92 divisé par 12, ça donne 7,66. Donc, 7,66 ici, 7,67 MeV par nucléon. Pour le 14, alors 102 divisé par 14, eh bien, ça donne à peu près 7,28, 7,29 MeV par nucléon. Eh bien, bien sûr, dans ce cas, ça paraît bien que 7,67 c'est plus grand, et bien c'est le carbone 12 qui est le plus stable, d'ailleurs on le sait. Carbone 14 c'est un élément radioactif, par contre le C12 il est stable. Alors ensuite, on va parler un petit peu des transformations, de l'énergie libérée par les différentes transformations. Si je considère une transformation générale provoquée, telle que vous avez deux noyaux réactifs, donc Z1 A1 avec Z2 A2 qui donne par exemple X3 Z3 A3 plus X4 Z4 A4. Donc, pour calculer l'énergie de cette transformation, il y a plusieurs façons, ça dépend des données. Bon, si je dresse un petit diagramme concernant cette transformation, ce diagramme, eh bien, ça représente en quelque sorte l'énergie en MeV, les différents états. Je vais considérer l'état initial auquel correspond l'énergie initiale. L'état initial, c'est l'état des noyaux paires X1 plus X2, Z1 A1, Z2 A2. L'état final, c'est l'état des noyaux fixes. État final, donc, c'est X3 plus X4, donc Z4 A4, Z3 A3. Alors, passant de l'état initial à l'état final, le système libère une énergie. Cette énergie, c'est ce qu'on a l'habitude de noter delta E. Alors, delta E, on peut la calculer par l'expression d'Einstein si on connaît les masses des produits et des réactifs. C'est vrai. Mais on peut la calculer directement, c'est E final moins E initial si on vous donne les valeurs numériques de ces deux états. Alors, si je considère le passage imaginaire suivant, c'est-à-dire les deux noyaux à l'état initial, si je sépare leur nucléon, eh bien, je vais obtenir un état instable. C'est-à-dire, pour passer de là à A, j'aurai A1 plus A2 nucléons. A1 plus A2 nucléons séparés. Pour faire ceci, eh bien, je dois fournir au système l'énergie nécessaire pour chaque noyau pour se stabiliser, c'est-à-dire pour assurer la cohésion. C'est l'énergie de liaison. C'est énergie de liaison de X1 plus énergie de liaison de X2. Et si le système descend ou passe de cet état noyau séparé directement à l'état stable, eh bien c'est lui qui va libérer l'énergie des liaisons de ces deux. Donc c'est moins énergie en la somme
l'énergie de liaison de X3 plus l'énergie de liaison de X4. Alors, d'après ce diagramme, je peux donc par la suite calculer l'énergie libérée par cette réaction. Je vais dire que delta E, c'est égal. Première technique, c'est la somme des énergies des noyaux pairs moins la somme des énergies EL X2 plus EL X3 X4. Alors si je développe ces quatre formes d'énergie de liaison suivant ce qu'on a vu avant, tout à l'heure, lorsqu'on a défini l'énergie de liaison, eh bien, ce développement va nous amener à l'écriture suivante. Eh bien, on va trouver que delta E, c'est égal sigma des masses des produits moins sigma des masses des réactifs fois C au carré. C'est-à-dire, ça serait sigma des masses, ou directement c'est la masse de X3 plus la masse de X4 moins la masse de X1 moins la masse de X2 fois C au carré. C'est-à-dire, c'est la variation de masse, c'est delta M fois C au carré. Donc voilà donc l'expression d'Einstein, c'est-à-dire on peut calculer l'énergie libérée par sa transformation. Connaissant les masses des différents constituants de la transformation, on peut utiliser cette formule, qui d'ailleurs découle de l'expression, c'est la différence entre les énergies de liaison. On peut utiliser l'énergie de liaison par nucléon, c'est-à-dire à partir de cette expression, je peux écrire aussi que bon, chacune de ces énergies de liaison, je peux les exprimer sous forme de ça. Ça serait A1, énergie de liaison par nucléon de X1, plus A2, énergie de liaison de X2, moins A3, énergie de liaison de X3, moins A4, énergie de liaison par nucléon de X4. Donc voilà une troisième technique. Sinon, il y a aussi la quatrième technique, c'est directement E final moins E initial. Eh bien, il faut toujours, bien sûr, faire attention aux unités, etc. Voilà donc pour cette partie des physique nucléaire, noyaux, masse et énergie. Merci de votre